sur les 20 ans qui ont couru entre la première publication du livre et cette réédition, probablement qu'un des sujets principaux, c'est l'étude de la conscience. Et ça a beaucoup avancé, au fond. Oui, mais... On s'est vraiment attaqué, je dirais, Oui. scientifiquement à la conscience, alors que ça restait une question de philosophe. Ça l'est toujours, hein, mais... Oui. Et j'ai fait une certaine part dans cet ouvrage, et d'ailleurs ajouté encore quelques passages dans la nouvelle édition à ce problème de la conscience auquel je me suis intéressé, je vous dirai tout simplement de quelle manière. Et à l'approche de la retraite, quand on est psychologue et directeur de laboratoire, on cherche des thèmes d'occupation intellectuelle qui soient intéressants, mais que l'on puisse aborder en dehors du laboratoire. L'université ne vous met pas dehors, mais enfin, elle vous met gentiment à la retraite, et elle ne va pas vous donner des moyens. Bon, maintenant, on peut lire toutes les choses qui se font sur la conscience. C'est un beau sujet qui est un peu un sous-produit d'un sujet plus général qui est devenu de mode dans les milieux scientifiques, on peut dire dans le dernier quart du siècle passé, qui était tout simplement les rapports entre corps et esprit, pas entre comportement, pensée et cerveau. Et alors, dans ce cadre-là, c'est détaché le problématique de la conscience avec cette curieuse présentation. C'est exact qu'il y a depuis, on dirait à peu près presque 50 ans aujourd'hui, un renouveau absolument extraordinaire de l'étude de la conscience avec des moyens techniques, notamment de la neurobiologie, aussi de la psychologie. Mais alors ce qui est curieux, c'est que d'abord ça a intéressé des tas de gens, et on peut comprendre, parce que la conscience c'est un problème indépendamment du travail scientifique, on se le pose depuis toujours. Alors ça a intéressé des tas de gens qui se sont mis à s'en occuper, je dirais pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ainsi, par exemple, qu'on a vu des mathématiciens, des physiciens, des prix Nobel de toutes les sciences les plus robustes s'intéresser à la conscience, faisant parfois des efforts d'information tout à fait méritards, mais aussi en faisant des dérives un peu. Maintenant, il y a eu un phénomène plus curieux, c'est que beaucoup de ces auteurs qui se sont engouffrés dans la passion de la conscience, tout d'un coup, partent de l'idée que dans le domaine de la science qui aurait dû s'en occuper, la psychologie, depuis la première décennie ou à peu près du XXe siècle, oui, je dis bien, il y a une sorte d'interdiction, certains disent de tabou sur la conscience. Hein. Et ceci est un débat qui nous amène un petit peu dans les mystères de la théorie psychologique. En gros, la psychologie scientifique, expérimentale, a commencé au milieu du siècle, du XIXe siècle, faite par, il n'y avait pas de psychologue, c'était les philosophes qui faisaient la psychologie, avec des gens qui étaient souvent des physiciens ou des médecins, des biologistes, qui ont commencé à faire des expériences. Les premières expériences de psychologie ont été très élémentaires, mais tout à fait fondamentales. C'était des expériences de psychophysique. Les scientifiques ont commencé à se demander comment on pouvait faire une mesure précise de la manière, par exemple, dont nous pouvons enregistrer les sons ou dont nous pouvons voir les phénomènes lumineux. Et cette psychophysique consistait tout simplement, c'était remarquable, à prendre des sujets normaux d'abord et leur donner, là on avait déjà maîtrisé les éléments de la physique acoustique, leur donner des sons précis, des fréquences, intensités, etc. On a fait là un travail d'une grande précision, un travail
d'une très grande application, parce que chaque fois que nous avons un problème de surdité ou un problème de l'œil, nous courons chez un médecin qui est spécialisé finalement de ces méthodes de la psychophysique originelle. Alors, dans ces expériences avec les sujets humains, l'expérimentateur demande simplement à ce sujet, voilà, vous me direz quand vous commencez à entendre, ou vous me direz si le son que je vous donne, c'est le même que juste avant, ou s'il est différent. Il faisait appel, en quelque sorte, à l'introspection consciente du sujet. Et cette méthode introspective, les psychologues se sont dit, bon, on va essayer de l'appliquer à l'analyse de la pensée, etc. Et puis là, ça a calé. La méthode introspective a donné ses limites. Et alors les psychologues se sont dit, bon, il faut trouver autre chose. Et ils ont dit, on laisse les problèmes d'introspection, on oublie la conscience, on la met entre parenthèses. Le comportement. C'était le comportementalisme, le behaviorisme de Watson, qui en a été le fondateur aux États-Unis. Et c'est vrai que ce courant behavioriste a dominé toute la psychologie. Toute, non, il ne faut pas exagérer. Il y a toujours eu d'autres courants qui ont subsisté. Et on a aussi prêté au fondateur du behaviorisme une déclaration, non pas de mise en parenthèse de la conscience pour des raisons méthodologiques, mais de négation de la conscience. Ce n'est pas du tout la même chose. Autrement dit, le mot tabou se trouve dans des introductions à des gros bouquins savants d'auteurs qui ne sont pas nécessairement psychologues, mais aussi des psychologues eux-mêmes. Et moi qui ai eu une formation psychologique qui était à la fois européenne, ayant fait mes études de psychologie à Genève, notamment sur l'époque où Piaget y dominait, et puis alors une formation américaine plus courte, mais qui m'a amené à me familiariser avec le behaviorisme contemporain à l'époque, un peu dépassé aujourd'hui. Et j'ai sursauté à cette espèce d'affirmation qu'on retrouvait la liberté. Il y a un philosophe américain qui a utilisé la métaphore du tunnel. Maintenant que nous sortons du tunnel obscur, du tabou de la conscience imposé par le behaviorisme, pour qu'on puisse s'en occuper sérieusement. Alors, je dirais qu'une partie de mon intérêt pour le problème de la conscience, indépendamment de ce que c'était une thématique très intéressante pour meubler une activité intellectuelle après la retraite, et j'ai pensé qu'il y avait quand même à redresser un peu cette idée qu'il y avait eu énormément de gens qui ont continué à parler de conscience à l'intérieur de la psychologie. Je ne parlerai que de l'école genevoise de constructivisme de Jean Piaget. Les gens qui faisaient la psychologie de la forme d'origine allemande n'ont pas négligé de parler de la conscience, etc. Donc il y a pas mal d'oubliés. Ce n'était pas la science manquante de Penrose, un peu. Oui, oui. Vous voyez des titres qui sont surprenants, qui témoignent aussi d'un aspect de l'activité scientifique qui n'est pas ce qu'il y a de plus remarquable. Pas dans Penrose, oui, enfin on est missing. C'est le chaînon manquant de la conscience. Et il y en a un autre physicien, Taylor, je crois, qui a fait ici son petit bouquin sur la conscience, et le titre c'est The Race for Consciousness. La course. La course, en conscience. Formule 1, quoi. La course pour la conscience. C'est un peu regrettable que c'est vrai que c'est une distorsion de la science actuelle, hein. Cette course au résultat avec... Publish or Perish. Publish or Perish, je crois qu'il y a un petit morceau, mais mon ajout qui est consacré à ce problème. Il y a une sorte de... On se donne un modèle sportif, compétitif, qui est tout à fait contraire, je crois, à l'esprit que doit avoir le scientifique. Mais enfin, autour de la conscience, on va peut-être voir ce que vous appelez de vos voeux, tout de même, des gens d'horizons différents se rejoindre et collaborer. Oui. Et de ce point de vue, ce serait quand même positif. Un des sujets qui amène des collaborations
sur des tâches concrètes, parce que les problèmes se posent.